La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce deux poids deux mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent. C'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa. Et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent, parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, peuples africains, pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique. On ne va pas le faire parce que, comme ça a été dit tout à l'heure, je suis désolé, on peut se plaindre du Rwanda, on peut se plaindre de ce qu'on veut, mais prenez une carte, et j'invite tout le monde à le faire. Regardez la taille du Congo, regardez la taille du Rwanda. Et donc, si quelqu'un dans cette pièce pense que le Rwanda, le petit Rwanda à lui seul, est capable de justifier tous les maux du Congo aujourd'hui, très franchement, il va falloir quand même se poser des questions. Moi je crois, et vous m'avez demandé d'avoir un peu de courage politique, c'est qu'aujourd'hui la classe politique congolaise devrait un peu plus penser à l'intérêt de son pays qu'à l'intérêt de son portefeuille et de la famille. Toute la classe politique congolaise. Et tout à l'heure, je prenais la comparaison avec Napoléon qu'on peut détester. Moi, j'aime beaucoup parce que si vous regardez la place qu'il a eue dans le développement de la France, sans lui, la France ne serait pas la France aujourd'hui. Il y a des personnages comme ça qui, à un moment donné, permettent à un pays de se déployer. Ben, je pense qu'aujourd'hui, le Congo n'a pas encore trouvé son personnage. Ça, c'est vrai. Et c'est ça qui justifie que le voisin peut faire ce qu'il fait. Ça ne justifie rien du tout. Est-ce qu'il y a crime? Ça ne justifie rien du tout. Ce que je veux vous dire, ce que je veux vous dire. Est-ce qu'il y a crime ou pas? Ce que je veux vous dire par là. Le politique congolais est coupable. Je veux vous dire par là. Je suis d'accord avec vous, mais je vous pose une question. Oui. Le politique congolais est coupable. On est d'accord, ok? Ils sont pas là et je vous promets, face à eux, je dis la même chose. Mais Kagame n'est pas là non plus. Non, donc, mais je pose la question ça tourne l'un avec l'autre. Non, vous, je pose la question à vous. Est-ce que pour vous, en tant que politicien, vous trouvez que ce que le régime de Kagame fait est condamnable ou pas? C'est tout. Je vais être très très clair avec vous. Oui. Je vais être très très clair avec vous. En 2 temps, je vais vous répondre. Le premier temps, c'est que moi, ce qui m'a toujours fasciné, depuis que je suis gamin, c'est que les gens pensent que le président des États-Unis doit penser aux intérêts du monde. Et en fait, les gens tombent toujours des nues, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Les gens tombent toujours des nues quand le président des États-Unis ne pense qu'à l'intérêt des États-Unis. Ah ben, je vais vous dire, hein, quand il fait ça, il fait bien son boulot. Et donc, en tant que politique belge, moi, j'aurais plein de choses à dire sur plein d'autres pays. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, l'intégrité territoriale du Congo, le développement économique du Congo, le développement social du Congo,
Ça doit être l'affaire des Congolais, pas la mienne. Je suis désolé, je n'ai pas ce mandat-là, je n'ai pas cette légitimité-là. Et pour vous répondre par rapport à Kagame, Kagame est au même titre qu'au moins 150 autres pays dans le monde aujourd'hui. Il ne répond pas à mes standards de démocratie libérale, effectivement, c'est vrai. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il obtient des résultats. Ça, c'est une réalité. Et que c'est au peuple rwandais de prendre le destin de leur pays en main. C'est la seule chose que je vais vous dire. Donc moi, je ne vais pas commencer à dire c'est bien, c'est pas bien. Pour le moment, la réalité, c'est que le Congo a les moyens. Et on ne peut pas me faire croire que c'est une quelconque influence réelle ou supposée, je ne vais pas rentrer là-dedans, du Rwanda, parce qu'il y a aussi une chose, c'est que depuis Bruxelles, je trouve que c'est un peu facile de dire que si le Congo a tant de problèmes, c'est à cause du Rwanda. Je pense très franchement que tous ceux qui veulent faire prospérer le Congo aujourd'hui, que ce soit depuis la Belgique ou au sein du Congo, ont les moyens, l'intelligence et les ressources pour pouvoir le faire. Donc encore une fois, il faut quitter la position victimaire. Cette attaque contre l'aéroport de Goma intervient dans un contexte sécuritaire extrêmement tendu et dégradé. Le M23, un groupe armé créé de toutes pièces par l'appareil sécuritaire du Rwanda, est appuyé et soutenu depuis des années par Kigali, comme l'ont confirmé à plusieurs reprises les rapports d'experts indépendants commandités par l'Organisation des Nations Unies. Ce groupe armé a son quartier général à Bunagana, une localité congolaise que je connais bien, et qui est située aux frontières de l'Ouganda et du Rwanda, et dont il a pris le contrôle en 2022, ce qui lui permet de générer d'importants revenus en imposant des taxes sur le trafic transfrontalier. La prise de contrôle de cette localité frontalière par le M23 et son maintien depuis près de 2 années n'ont pu se faire qu'avec l'appui du Rwanda et la complicité active de l'Ouganda. Et c'est depuis Bunagana que ce groupe armé a mené une campagne militaire qui lui a permis d'occuper de vastes portions du territoire de la province du Nord Kivu. Sa dernière offensive l'a mené à une trentaine de kilomètres du centre-ville de Goma, la capitale provinciale. Depuis le début du mois de février, des affrontements opposent presque chaque jour le M23 à l'armée congolaise et à ses alliés, les milices Wazalendo. La situation que connaît le Nord Kivu n'est pas nouvelle, hélas. Elle prévaut, avec de nouveaux rebondissements toujours orchestrés depuis le Rwanda, depuis 1996, date de la première invasion du pays par les forces de Paul Kagame. 28 années de massacres, de pillages, de viols utilisés comme armes de guerre, de faux accords de paix qui sont en fait des accords de dupes, accords toujours déçus, et de nouvelles invasions sous des masques différents. Près de 10 millions de morts. Il s'agit là du conflit le plus meurtrier depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, ce conflit fait couler davantage de sang que d'encre journalistique ou diplomatique. Les massacres bien réels qui sont régulièrement perpétrés au Nord Kivu reçoivent en effet très peu d'écho médiatique en Europe, contrairement à la guerre d'Ukraine et au bombardement à Gaza. La nouvelle fausse rébellion, montée de toutes pièces par le régime de Paul Kagame, met pourtant une fois de plus le Nord Kivu à feu et à sang, sous le prétexte de vouloir sauver, je mets des guillemets, sauver les Tutsis du Congo d'un génocide imaginaire, de la même manière que Poutine prétend sauver les russophones d'Ukraine d'un prétendu génocide perpétré par les autorités de Kiev. Voici un an, au début de 2023, ces faux rebelles avaient poursuivi leur avancée au Nord Kivu en s'emparant, après de violents combats, des villes de Kichanga et de Kibumba, à une 50aine de kilomètres à vol d'oiseau au nord de Goma, de l'autre côté du parc national des Virunga, et des volcans qui dominent cette grande ville
située au bord du lac Kivu et qui est, pour son malheur, frontalière du Rwanda. La prise de Kichanga signifiait la poursuite de l'étranglement de Goma, dont l'essentiel du ravitaillement se faisait par voie terrestre via l'Ouganda. À l'époque, l'armée congolaise avait expliqué la perte de Kichanga en avançant un improbable retrait tactique. Hélas, depuis 1996, l'armée congolaise, toujours minée par un mauvais commandement avec un nombre invraisemblable de généraux, mais très peu d'hommes bien entraînés et payés régulièrement, cette armée congolaise donc est toujours minée par la corruption, par la trahison du fait de la présence au sein du corps des officiers d'anciens rebelles prétendument intégrés, mais toujours secrètement inféodés à Kigali. Cette armée a toujours reculé face à l'armée rwandaise et face aux fausses rébellions mieux armées et mieux équipées par le pouvoir de Paul Kagame. Il semblerait que ce scénario soit encore en train de se répéter en ce début d'année 2024. Ces avancées sur le terrain du groupe armé M23, ponctuées de massacres, provoquent chaque fois de nouveaux exodes de populations civiles. Ces gens sont jetés sur les routes. Ils doivent abandonner leurs maigres possessions derrière eux. Depuis le début de l'invasion du Nord Kivu par le M23 il y a 2 ans, on estime qu'1 million de personnes, essentiellement des petits paysans, ont été déplacés par la guerre. La plupart a afflué vers Goma. C'est là que ces déplacés s'entassent, dans des camps surpeuplés et insalubres, abrités par des bâches en plastique, sur des terrains vagues parsemés de pierres de lave. Des milliers de civils, en majorité des femmes et des enfants, passent la nuit à la belle étoile dans plus de 12 camps de fortune autour de la ville de Goma. Mais cette grande ville doit aussi être vigilante face à un autre ennemi encore plus sournois que les groupes armés qui pullulent, le Nyiragongo, l'imposant volcan qui domine cette ville, qu'il a déjà partiellement détruite en 2002. J'y étais. En dehors de la dégradation de la situation sur le terrain, les tensions diplomatiques se sont aussi aggravées. Samedi 17 février, les présidents rwandais et congolais ont participé à un mini-sommet à Addis Abeba, en Éthiopie, au siège de l'Union africaine, dont l'objet était de désamorcer la crise sous les auspices du président angolais et de l'Union africaine. Si le président João Lourenço s'est bien entretenu tour à tour avec Paul Kagame et Félix Tshisekedi, les deux chefs d'État ennemis ne se sont pas rencontrés. À Goma, l'attaque contre l'aéroport, combinée avec la dégradation de la situation militaire, l'afflux des personnes déplacées et les problèmes de ravitaillement, a suscité un regain de tension au sein de la population de la ville. Lundi 19 février, plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés à Kinshasa devant les ambassades des pays occidentaux et à Goma pour dénoncer le soutien des puissances occidentales au Rwanda, pays qui est considéré par ces manifestants comme étant le véritable agresseur et la source de tous les maux dont souffre cette population. Un agresseur qui se cache derrière la pseudo-rébellion du M23. Plusieurs drapeaux, dont celui des États-Unis et de la France, ont été brûlés durant la manifestation qui s'est déroulée dans le centre-ville de Goma. Ce sont les drapeaux de pays complices du Rwanda, ont assuré les organisateurs du rassemblement. Ce sont eux qui financent nos ennemis, a expliqué Patrick Riki Paluku du groupe de pression Velanda Mutsanga, faisant référence notamment au programme d'investissement de l'Union européenne au Rwanda. Le sentiment qui prévaut au sein de la population de Goma est que ces pays occidentaux convoitent les ressources naturelles du Congo et qu'ils utilisent le Rwanda et l'Ouganda pour parvenir à leurs fins. Il est vrai que les paroles malheureuses prononcées par Emmanuel Macron, qui s'était refusé à condamner le Rwanda lors de son déplacement à Kinshasa en mars 2023,
et l'utilisation de troupes rwandaises pour sécuriser l'exploitation par Total Energy du gaz dans le nord du Mozambique n'ont fait que renforcer ce sentiment populaire hostile à la France. Cette guerre imposée depuis Kigali a provoqué et continue de provoquer un véritable désastre humanitaire, ainsi que l'apparition d'autres conflits, en particulier intercommunautaires, avec tout ce que cela comporte en termes de méfiance, de rejet et de suspicion concernant l'origine de la guerre. Il est également clair que certains profitent de la guerre. Une sorte de business de l'humanitaire s'est développé depuis près de 30 ans à Goma. Des centaines d'ONG locales et internationales pullulent dans les camps de déplacés et leurs interventions, génératrices de subventions de la part des bailleurs internationaux, n'ont que peu d'impact sur le terrain pour résoudre cette crise humanitaire qui perdure et qui continue à s'aggraver de jour en jour. S'agit-il d'une conséquence des manifestations de Kinshasa et de Goma? Paris vient enfin d'infléchir très légèrement sa position diplomatique